seule, Ouais, du coup, après. ouais. Ah, même s'il y Oui, avait les réveils pour les tétés bien qui sont ensuite sûr. devenus des biberons, Mmh. mais ouais, là, qu'ils s'endorment seuls, ça aussi, c'était Ouais, tu peux être fière parce ouais. que c'est, une sacrée mise en Ah oui, place et ouais, des belles victoires, surtout, dans un quotidien comme ça, donc franchement, c'est ouais. super, hein. Ouais, ouais, ouais. Bravo, hein. C'était vraiment, c'était plein d'étapes, ça a été plein de moments, Mmh. bah, quand même, d'extrême fatigue, d'extrême détresse aussi, parce que ça a beau être le plus beau, la plus belle arrivée dans notre vie. Moi, c'était le vœu de toute ma vie, d'être une maman, mais ma maternité n'est pas une maternité du tout idéale. C'est mon quotidien, c'est ma maternité, mais je trouve que c'est une maternité qui ne devrait exister pour personne, parce que la maternité n'est pas faite pour vivre seule. Idéalement, voilà, une maman, elle devrait être constamment entourée, au moins, je dirais même les 3 premiers mois du bébé, à rien faire dans la maison, vraiment à ce qu'on fasse le ménage, les courses, à manger pour elle, qu'elle n'ait à gérer que le bébé, qu'elle le change même pas. Bon, ben, même si j'avais, comme je l'ai dit, de l'aide morale, du soutien, des messages, je pouvais vraiment me confier à mes amis, d'autant plus que j'avais une amie qui avait accouché 4 mois avant moi, donc on est resté du coup très très liés jusqu'à maintenant. On se suit ben, tous les jours, hein, puisque nos enfants sont à l'école aujourd'hui. Mais c'est pas facile au quotidien, les moments de solitude, les moments où il pleure et on comprend pas, les moments où on est fatigué et où il pleure et il faut se relever, sans compter les moments où il est malade. Euh, C'est là où tu as besoin le plus de relais, en fait, à ce voilà, moment-là. voilà, ces moments-là C'est les moments deviennent, les plus compliqués voilà, dans ta et maternité. ça devient, c'est douloureux parce qu'on en pleure de fatigue, parce que vraiment on n'en peut plus et qu'on n'a pas le choix que de se relever. On n'a pas le choix que d'être là pour le bébé, on n'a pas le choix. Voilà, c'est tant qu'il a besoin de boire la nuit, ben on lui donne. Euh, bon bah, j'ai été un peu, enfin c'est une maternité pour moi que j'ai vécu un peu contrainte par rapport aux spécificités de mon fils. C'est pas de sa faute, mais voilà, c'est un cumul de fatigue en plus de la charge mentale d'une maman solo, puisqu'on gère tout. Donc on gère toutes les recherches de rendez-vous chez le médecin, on gère tout le quotidien, les courses. Donc les premiers temps, bah, je me faisais livrer mes courses parce qu'il supportait pas le cosy, mon bébé non plus. Donc ça nous a aussi enfermés dans notre bulle. J'aurais pas eu beaucoup d'endroits où aller avec lui en voiture, mais ça a très vite transformé vraiment notre postpartum et nos premiers mois, c'est qu'il supportait pas du tout le cosy. Il hurlait dans le cosy. Donc les moments obligatoires, c'était bah, les vaccins, Oui, les consultations chaque mois pour voir son évolution. C'était un vrai stress. ça C'était une épreuve. favorisait, du stress et Ah oui. peut-être, de l'isolement aussi un Ben, peu oui, plus, ça enferme parce aussi. qu'on se dit qu'on peut pas aller où on veut avec bébé, même si Oui. on voudrait aller rendre visite à des gens, on peut pas. Mmh. Et puis il n'y a pas de plaisir à conduire avec un bébé qui hurle. Donc bah, très vite, j'ai conduit que vraiment lorsque j'étais obligée. Et encore, c'était un stress énorme pour moi parce que c'est horrible de conduire comme ça, de ne pas avoir le choix que de laisser un bébé à l'arrière, de ne pas pouvoir le toucher pour essayer de le rassurer. Mais après, j'ai compris que c'était le cosy en lui-même, en fait. Il y a des Mmh. bébés qui n'acceptent pas, enfin, morphologiquement, qui n'apprécient pas d'être dans le cosy, d'être enfermé dans le cosy. Mon bébé, c'est un bébé qui très vite a eu c'est un bébé à grand gabarit. Il est né tout petit, hein, 48 cm ou 49, et puis 3,20 kg. Mais il a grandi très vite. Donc très vite, on était sur un bon Mmh. bébé grand gabarit. Peut-être que c'est ce qui explique cela. Pourtant, dès tout petit, Rikiki, il l'aimait déjà pas. Donc, je pense que ça ne lui allait pas. Sauf que pareil, ben, on peut pas s'informer sur tout, on peut pas tout anticiper, même si j'ai vraiment essayé de tout Bien anticiper. sûr. Si j'avais eu une maman qui m'avait parlé comme je parle aujourd'hui, ben, très vite, j'aurais changé de siège auto. J'aurais tout de suite tiqué que ça va pas. Donc, j'aurais peut-être même pas misé sur un cosy, mais j'aurais misé tout de suite sur un siège auto qui évolue avec Oui. le nouveau-né et qui permet d'être plus en position allongée, mais plus à l'aise qu'un cosy. Mais pareil, ben, dans Baby Boom, j'ai toujours vu que des cosy, donc voilà quoi, j'ai pris un cosy. Hein. On peut pas. C'est vrai que c'est pas. On se fie un petit peu à Ben, nos propres références à ce moment-là ben et oui, puis puis, on ne sait pas comment son bébé va être. Il y a des bien bébés, ils sûr. dorment des heures dans des cosy, donc bon, voilà, c'est la loterie. Et chaque enfant est différent, tu l'as dit toi-même tout à C'est l'heure, ça. hein, c'est Donc ça. bon, ça. Mais c'est vrai que voilà, moi, ma maternité, elle a été encore plus isolée
Oui, que ce que de toute façon elle aurait été, de par ça, parce que ça permettait pas, ça permettait pas une vraie évasion, de se dire: «Allez, on part, on va voir telle tante à Paris, ou on part, on va voir telle copine chez elle». Non, il y avait pas cette possibilité-là. Bon, faut dire avec la fatigue, voilà, il y avait pas non plus beaucoup de perspectives de projets, de déplacement, mais c'est sûr qu'avec le bébé que j'avais, je ne me déplacerais pas, ça c'était sûr. Alors, après j'ai trouvé une petite parade pour l'apaiser. On est passé aussi sur c'est des bruits blancs encore, hein, qui l'ont apaisé, mmh, mais c'était en fait mon bruit blanc. Je me suis enregistrée pendant 10 minutes sur mon propre téléphone en train de faire chut, chut, parce que en fait, quand on a fait le shooting de sa naissance chez la photographe qui a aussi fait mon shooting grossesse, euh, elle avait un petit appareil qui faisait ça, qui faisait chut. Et non, mais j'ai eu l'impression d'être à des tours de magie, quoi. J'étais à un spectacle où je reconnaissais pas mon bébé. Mon bébé s'est endormi. Mon bébé a pris la tétine avec elle, pardon, et s'est endormi comme ça, mais pouf. Enfin, et moi, il prenait pas la tétine, même si j'essayais de faire son, il la recrachait. Voilà. Bon, après, ça n'a pas perturbé mon allaitement, hein, ça n'a rien fait, mmh. mais pour ce shooting-là, voilà l'habitude, puis elle était zen. Mais moi, je regardais mon bébé, je me disais, elle l'a hypnotisé, quoi. C'était, et donc, du coup, je me suis inspirée de ça. Et c'est vrai que ça avait tendance à la... Donc, on ne roulait après ça qu'avec ce bruit. J'avais pas de musique dans la voiture, je n'écoutais pas à la radio, je C'était le n'avais son de que ta ce voix. bruit-là. Donc, et bon, ça, ça permettait un petit apaisement. Il y avait un moment donné où il en avait marre quand même, mais on sentait qu'il y avait un petit réconfort à écouter ça. Tout ce que je pouvais prendre, je prenais. Et puis arrivé j'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à aller sur la page de Sécurange, qui m'a beaucoup appris sur tout ce qui est siège auto, etc. Je trouve que c'est une page indispensable pour les parents, vraiment. Et ça aussi, tout ça devrait être appris dans les cours de... On dit préparation à l'accouchement, mais ça Mmh. devrait être changé et préparation à la parentalité. Il faut vraiment Tu voir penses plus qu'il de... faudrait plus aussi axer sur le postpartum ou la Oui, ah parentalité, oui, donner oui. davantage Ah d'informations en oui, fait, en fait, sur cette période? pas forcément par les sages-femmes, mais qui a Oui, vraiment ce même process de mis en mmh, place pour que la parentalité soit vraiment un peu dévoilée aux parents, et pas forcément qu'on aille chercher sur internet, voilà, parce qu'on n'a pas toujours un entourage, je dis pas bienveillant, mais je dis un oui, entourage au fait des choses. Et parfois, on a des entourages qui vont se révéler être euh, toxiques de par les informations qu'ils véhiculent qui sont fausses. Et du coup, on a des mauvais repères dans la parentalité et on prend des décisions qui sont parfois pas du tout les bonnes pour le sommeil, pour l'alimentation, même pour les sièges auto, par exemple, parce que ce sont des personnes d'autres générations ou des personnes qui sont restées dans des croyances limitantes et qui ne se mettent pas à jour sur un sujet comme la parentalité qui évolue tous les jours. Ce que j'ai appris à l'époque, quand le petit il avait ben, 0 an, 1 an, machin, ben, c'est des choses, il y a encore des choses que j'apprends, il a 3 ans, donc il y a tout le temps des choses à apprendre. Et du coup, oui, je trouve que vraiment la parentalité devrait être transmise sous forme d'ateliers, euh, avec qu'on guide vers des pages, qu'on guide, faire des qu'on a, associations, oh des choses oui, comme ça, ah oui, oui. mmh, Et puis oui, qu'on donne tout de suite des noms de repères, parce que y a beaucoup d'associations qui existent pour le postpartum, surtout quand le postpartum est difficile, mais on ne l'apprend que si on se bouge soi-même. Et heureusement que j'ai accouché à l'époque des réseaux sociaux, parce que c'est ce qui m'a un peu aussi soutenue et guidée, c'est mes propres recherches en fait. Mais c'est vrai que avec du recul, si j'avais pu avoir une transmission pendant ma grossesse de tout ça, si j'avais eu quelqu'un qui aurait pu me dire voilà, tu vois, ça, fais attention à ça, telle page, que je puisse déjà me repérer un petit peu. Je dis pas que ma maternité aurait été plus facile, mmh. mais j'aurais eu des points de repère qui fait qu'il y a peut-être des points d'angoisse que j'aurais pas eu. Tu aurais été peut-être plus informée et donc, comme on dit, hein, le savoir c'est pouvoir, donc Ah oui, en étant davantage informée, tu aurais peut-être eu moins d'angoisse, ah, moins tout à fait. d'inquiétude Tout à fait. que, Il y a des situations que j'aurais vécues dans certaines, différemment. situations. Mmh, Ben, si on reprend le siège auto, oui, j'aurais pas vécu ça comme ça. J'aurais pas attendu des mois avant de changer. Je me serais pas dit, mais non, c'est lui, c'est aujourd'hui, mmh, en fait, comme je sortais pas beaucoup avec lui, du coup, c'est devenu une priorité un peu moins prioritaire, du coup.
La priorité, c'est déjà comment dire, de survivre, hein, à chaque journée, hein, de se réveiller avec le poids de la fatigue qui se cumule de mois en mois, et d'essayer de faire ce qu'il y a à faire. Euh, voilà, quand on vient d'accoucher, même les premiers mois, ça reste une période très fraîche après l'accouchement. Prendre une douche, c'est un vrai défi. Euh, Prendre 2 douches dans la journée, c'est encore un plus gros défi. Manger devient un défi. Et surtout quand on a un bébé qui dort sur soi et qu'on a un bébé qui supporte pas la séparation. Donc voilà, les douches étaient très difficiles pour moi. Et c'est bien après que j'ai euh, pris connaissance de l'existence du sling de bain. Sinon, je me serais baignée avec mon bébé. Moi, j'avais peur de prendre un bain avec bébé parce qu'il y avait personne pour m'aider à le sortir de la baignoire et j'avais peur de glisser avec lui. Donc pareil, c'est des choses que j'ai pas pu vivre. Mais voilà, la douche, quand j'ai vu ça, je dis ah c'est bon, il est déjà trop grand, mais voilà, c'est des choses qui existent et qu'on n'est pas. Ça t'aurait aidé d'avoir cette Bah oui, info-là aussi bah pour, oui, plutôt que de oui, le pour faire ton le laisser quotidien. pleurer, Ouais. de me doucher en 30 secondes top chrono pour pas qu'il hurle, parce que c'est pas réconfortant de se doucher avec un bébé qui hurle. C'est voilà, on veut avoir un moment pour soi, déjà on n'en a pas. En fait, ça c'est ce côté un peu prisonnier. La maternité nous emprisonne quand même un peu, surtout quand on est maman solo. Euh, Quand on a un relais qui peut prendre le bébé, jouer avec pendant qu'on se douche, là on a un vrai moment à soi. Là on n'a pas vraiment de moment à soi. Quand on est maman tout court déjà, on a très peu de moments à soi, mais maman solo, c'est vraiment solo et isolé, je dirais. Parce qu'on peut être maman solo et avoir un entourage, on peut avoir ses parents en vie, moi c'est pas le cas. Donc ma mère n'est pas là. Donc voilà, j'ai vraiment une vraie spécificité dans ma maternité qui fait que mon isolement est pesant et a Mmh. été très pesant les premiers mois parce qu'on n'a pas de repères, parce qu'on est fatigué, parce que juste ma copine qui me faisait à manger, pour moi c'était bien. Donc j'ai une amie qui va bientôt accoucher et quand elle m'a annoncé sa grossesse, tout ce que je suis en train de dire là, c'est tout ce que j'ai essayé de lui transmettre. Et par exemple, je lui ai dit, prends des plats picards, mets-les dans ton congélo pour ta sortie. Comme ça, même si je sais que sa famille va se relayer pour lui Mmh. apporter à manger, mais tu as ta barquette, tu chauffes, tu manges, ça s'arrête là. Enlève toutes les obligations des premiers jours pour te concentrer sur bébé et voilà. Mais moi, je me revois sur des journées. Bébé, au début, en plus, il n'y avait aucun rythme. Petit train du sommeil, c'est Sandy qui me l'a appris. Je ne connaissais pas le petit train du sommeil, moi. Donc, je faisais à la carte quand bébé se réveillait. Enfin, il n'y avait aucun repère. C'était les tétés, nos repères. Droite, gauche, et puis c'est tout. Donc, des fois, j'étais réveillée très tôt. Enfin, il y Puis les avait. premiers mois, c'est toujours un peu aléatoire, hein, Ben oui, surtout puis il y avec a un en fait, tu as allaitement. l'impression d'être dans une continuité C'est ça, d'allaitement, en fait, du matin jusqu'au voilà. soir, du soir au matin. Mais je me rappelle des fois, quand j'essayais d'aller à la sieste avec lui l'après-midi, ça c'était les tout premiers mois, il dormait sur moi. Et puis il y a des moments où ben, c'était tellement bien. Il dormait des fois des heures comme ça sur moi. C'était ça le plus frustrant, c'est de savoir qu'il pouvait dormir des heures sur moi comme ça. Et que si j'avais le malheur de le poser, tac, c'était fini. Donc, on essaye de survivre. Hein. Pour moi, j'appelle ça le koh-lanta maternel. Hein. Donc, vraiment, jusqu'à présent d'ailleurs, c'est à une autre dimension, mais ça reste un koh-lanta. Mais les premiers mois, le but c'est de dormir, le but c'est de survivre. Et des fois, je sortais même plus de mon lit, on enchaînait sieste. Et lui, cet été, c'était ses repas, donc il enchaînait ses repas, puis jusqu'au lendemain, et moi, je mangeais pas. Parce que flemme de me lever, si je me lève, il se réveille, et puis fatigué, donc je dors en fait. Et donc, ouais, par contre, moi, l'allaitement, ça m'a vidé. Ça m'a vidé, Ça demandait beaucoup d'énergie. bah, en soi, de toute façon, oui, c'est quelque chose Oui, oui, c'est une des qui demande activités de... qui vide le plus le Bien corps sûr. de la femme. Mais il y a des femmes, autant elles ont un appétit qui Oui, est démentiel mmh, avec l'allaitement, donc elles décuplé. mangent Mmh. beaucoup, donc elles ont tendance à prendre du poids quand elles allaitent. Et moi, je mangeais. Hein, les épisodes où je saute les repas, c'est vraiment les trucs où j'étais le plus fatiguée, mais j'essayais de manger. Et du coup, mon cododo, où il était censé dormir, c'était mon réservoir. Donc il y avait toujours une pomme, une bouteille d'eau, des petits snacks, enfin quelque chose que je pouvais laisser là près de moi pour manger, manger entre guillemets. Mais l'allaitement lui-même m'a vidé. Moi, après mon accouchement, où j'avais déjà pas pris beaucoup, j'ai perdu 20 kilos. Oui, sur les 3, 4 premiers mois de Kidan. Donc,
Donc j'étais redevenue poids d'adolescente, quoi. Je me suis pas reconnue hein, pendant un temps, c'était assez... Bon, après, j'ai très vite repris une fois que j'ai arrêté d'allaiter. Par contre, ça revient, ça revient vite. Mais oui, ouais, l'allaitement, en plus de la fatigue de la maternité, la charge mentale qui fatigue aussi, l'allaitement a épuisé aussi mon corps, en plus. Donc, pour moi, c'est une fierté d'avoir allaité. J'aurais voulu allaiter plus, mon allaitement, lui, s'est terminé de lui-même. Pas bébé, mais mon corps. Donc, grosse frustration pour moi aussi. Mais bon. Mais c'est ma fierté d'avoir réussi à allaiter aussi longtemps dans ce contexte-là. C'est une belle aventure lactée que tu as Ouais, fait avec ton ouais. fils. Franchement, je suis Voilà, contente. au vu du contexte, au vu de voilà, C'est toute une facilité que j'aurais l'énergie pu prendre, que... les biberons et tout, mais en fait, beaucoup de personnes, voilà, parmi les conseils un peu inutiles et culpabilisants et un peu toxiques dans la mesure où ça peut vite nous faire changer d'avis, ben voilà, j'avais ça. Mais pourquoi tu lui donnes pas de biberon? Mais les personnes, en fait, qui disent ça c'était aussi, il y avait des mamans hein, dedans qui disaient ça, mais je me disais, mais elles ont oublié le quotidien. Je veux dire, des biberons, ça se prépare, ça se jette après, et ça se lave. Donc, pourquoi m'ajouter une charge avec des biberons à laver? Je n'ai pas de lave-vaisselle, sachant que c'est à la bonne température ici et là, ça fonctionne, il prend du poids et c'est lui faire donner un biberon ne va pas. En fait, voilà, les gens étaient dans la croyance qu'un biberon le ferait plus dormir. Parce que voilà, on est sur beaucoup de croyances limitantes au sujet de l'allaitement, que si les bébés dorment pas ou mal, c'est à cause de l'allaitement, c'est pas assez nourrissant, ils ont pas assez bu, parce qu'avec le biberon, on voit tout de suite ce qu'on lui donne. Ben non, il est passé au biberon, il est passé en mixte, puis au biberon ensuite seul, pas par choix. La transition s'est très bien passée heureusement, euh, mais je suis contente de cet allaitement. Et si mon allaitement avait perduré jusqu'à aujourd'hui, j'aurais fait partie des mamans qui n'auraient pas eu de mal à allaiter mon enfant à ses 3 ans, à ses 4 ans, tant qu'il en aurait eu besoin, tant qu'il y aurait eu du lait. Mais bon, des fois c'est comme ça, hein, il y en a plus, il y en a plus. Mais tu as été accompagnée pour ton allaitement ou comment Alors, tu t'es informée déjà en amont? Euh, l'allaitement en amont, il y a un petit peu d'informations dans les cours de préparation à l'accouchement. J'ai pas mon cerveau au niveau mémoire, il a été perturbé hein, par l'accouchement, donc j'ai pas un souvenir détaillé des cours de préparation à l'accouchement, mais je la revois avec sa peluche sein, donc je sais on a eu un chapitre là-dessus. Mais oui, j'ai créé cet accompagnement parce que j'ai pris un rendez-vous avec une conseillère en lactation parce que je voyais qu'il avait beaucoup de gaz, qu'il y avait ce reflux et que des fois il avait du mal à sortir son rot et ça le gênait tout ça. Et c'est là que j'ai compris que sa bouche n'était pas bien positionnée et que ça faisait rentrer de l'air. Et c'est là qu'elle m'a dit, c'est là qu'elle m'a mis sur la piste du frein. Donc j'ai ensuite été chez un ostéo pour voir ça. Euh, et pareil, hein, quand on, c'est toujours une aventure, même pour nous-mêmes adultes, quand on veut avoir affaire à un nouveau soignant. Il y en a plein, il faut en choisir un. Faut pas se laisser décourager si la première expérience elle n'est pas la bonne. Il faut faire confiance à son instinct. Il faut se faire confiance, surtout par rapport à son bébé. Si on se sent pas, l'instinct maternel c'est l'instinct le plus fort. Si on ne sent pas le soignant, si on ne sent pas le feeling, que ce soit le feeling entre nous maman et le soignant et le bébé comment il réagit, et ben faut pas hésiter à changer plutôt que d'insister avec une personne avec qui ça passe pas. Moi, la première ostéo qui a touché mon fils, ça s'est très mal passé. Ça m'a horrifiée, j'en ai culpabilisé d'avoir eu à faire vivre ça à mon fils, parce que je me rappelle, elle n'avait pas un rapport, elle n'avait pas un contact rassurant avec l'enfant. On mettait l'enfant sur une table. Alors mon fils qui n'est déjà pas à l'aise couché, mais la table elle est froide, elle n'est pas accueillante. Il y a pas elle n'était pas mm. chaleureuse avec le bébé. Et puis très vite, elle lui a mis les mains dans la bouche pour essayer de trouver. Enfin, le petit, il a très mal vécu, il a hurlé. Et moi, j'avais filmé ces instants-là et j'ai jamais réussi à revisualiser. Tellement ça m'avait marqué, je les ai gardés pour un jour lui Mm. montrer, mais c'est vraiment pas des vidéos que j'aime revoir. Euh, et ça me touche encore aujourd'hui parce que je voulais voir les mouvements qu'elle faisait Pour pouvoir pour pouvoir les reproduire. refaire. Mm.
Mais mon fils, il en est devenu rouge. Vraiment, c'était pas bon du tout. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, je reviendrai pas. Je suis sortie de là, je savais que je reviendrais pas. Et j'en ai cherché une autre. Et comment j'ai cherché? Un truc qui m'a bien servi, on dit les réseaux sociaux, c'est que du mauvais, mais non. J'ai trouvé des pages de maman, et ça aide beaucoup. Surtout quand on est isolé, que un peu sa seule liberté, c'est un peu de circuler sur les réseaux sociaux. Je suis partie sur plusieurs groupes de mamans, euh, avec des Ça t'a vraiment conseils. aidé, en fait, à Oui, chaque fois dans ton quotidien, au oui, final, hein. avec des Mmh. partages d'expériences. Même moi, quand je me posais des Oui, questions, même pour chercher dans mon coin des références en termes de chiropracteur, ostéo, c'est comme ça que j'ai trouvé les références, en fait. C'est comme ça que j'ai trouvé les grâce au noms. groupe, en fait. Voilà. Mmh. Et même en termes d'allaitement, les partages d'expériences, Des témoignages, des choses voilà, comme en ça. termes de Mmh. sommeil, tout ça, ben ça aide. Et moi-même ensuite, ben, je suis passée de l'autre côté à partager aussi mon expérience, à aider pour pas que les mamans se retrouvent avec des mauvais conseils. Et je trouve ça très très bien qu'on puisse avoir un peu cette béquille virtuelle, parce qu'on n'a pas toujours l'entourage qui est disponible à ce moment-là, on n'a pas toujours l'entourage avec les bons conseils. Et finalement, quoi de mieux qu'une maman qui traverse la même chose à ce moment-là, le même vécu, pour un peu se conforter qu'on n'est pas la seule à vivre ça. Donc ça a été quand même très très bien ça. Et la deuxième ostéo que j'ai vue, qui suit encore Kidane à ce jour, elle a été très très bien. Très très bien. J'ai pas vu du tout le même rapport. J'ai senti une autre atmosphère dans le cabinet, et même elle lui parlait. Moi, à partir du moment où le soignant parle à mon enfant, là, je me sens auprès de quelqu'un qui sait En agir avec les confiance. bébés. Voilà. Ouais. Parce que pour moi, un pédiatre qui parle pas à un bébé, c'est pas un pédiatre pour moi. J'ai du mal avec ça. Donc, je suis très attentive à ça. Et donc, cet ostéo-là, très vite, ce jour-là, bon, il était un tout petit peu plus grand, puisqu'on faut pas Oui. rapprocher trop les séances d'ostéo, mais elle a regardé sa bouche, pas de crise, il s'est laissé faire. Même pour la séance, il était très bien, il n'a pas pleuré. Et là, je savais que j'avais fait le bon choix. Et j'étais rassurée, j'étais trop contente. Après, voilà, donc, euh, je me rappelle, la première, peut-être elle a évoqué le frein. La deuxième, elle a été un peu plus light là-dessus, c'est-à-dire que pour elle, c'était pas un frein problématique. Donc la première m'avait donné des Oui. exercices à faire à la maison, je les ai faits. C'est pas évident de faire des exercices parce qu'on sait que l'enfant va pas être à l'aise. En plus, c'est les doigts dans la bouche. Enfin, j'avais du mal avec tout ça parce que pour moi, les doigts, c'est vecteur de microbes. Mais j'ai essayé Mmh. de les faire au mieux. Tu as fait du mieux que tu as pu, hein, Voilà. surtout. Et puis donc elle, je me rappelle, donc elle sentait le reflux au travers des manips, mais pareil, c'était pas un gros reflux. Et puis elle m'a dit non, il n'y aura pas nécessité, parce que moi je pensais tout de suite avoir un médecin pour une frénotomie, c'est ça qu'on appelle, enfin le fait de couper Oui, le frein. voir un ORL, Voilà. effectivement, pour Et je me suis dit, oh là là, couper le frein. encore une étape. Je stressais d'avance parce que je me suis dit, je pourrais pas supporter de voir qu'il lui coupe un truc. Il faudra que je le tienne, et que je le tienne pour qu'il se fasse torturer, quoi. Et la vision du truc, j'allais aussi sur des pages. J'avais trouvé déjà un spécialiste à Paris. J'avais même pris le rendez-vous déjà. Enfin, Oui, j'étais tu avais toujours dans beaucoup l'anticipation. anticipé, Ah oui. oui, Mmh. toujours. Parce que les soins, les rendez-vous, on les trouve tellement pas quand on en a besoin, que si on n'anticipe pas, enfin moi c'est comme ça que je fonctionne. J'anticipe, je prends les rendez-vous, je les annule si besoin, mais je les prends. C'est pour moi c'est pas une charge en moins, mais c'est arriver au mieux à gérer ma charge. J'ai trouvé des rendez-vous dans le stress. Ben déjà on ne les trouve pas des fois au moment voulu, ce qui crée un stress supplémentaire. Et moi, le fait de les avoir, ces rendez-vous-là, bah, ça m'apaise un peu. Je me dis, au moins, s'ils tombent malades, Ça te on les a. rassure Voilà, de savoir que tu as au moins un rendez-vous qui est tout à fait, prêt, tout à au fait, cas où. exactement. Et donc, du coup, ben, on a continué avec cette ostéo-là. Et ben, on n'a jamais eu besoin, enfin, il a continué de boire au sein normalement. C'est vrai qu'après, j'avais plus mal. Et puis, ben, jusqu'à présent, il n'y a pas de souci, hein. Et au niveau il n'y a pas eu de trouble de l'oralité. Comment tu as vécu, ce grand chamboulement qu'est la maternité, toi, en tant que femme, en tant que maman, jeune maman, du coup? Alors, alors au début, si on en revient à la grossesse, ben, je m'y attendais pas du tout.
C'est vrai que je pensais, moi, à 39 ans, que mes ovaires étaient à la retraite. Je le disais tout le temps, ça. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber enceinte naturellement et extrêmement vite par rapport au moment où je suis tombée enceinte. Voilà, euh, c'était une grande surprise, un choc, un choc positif, mais un choc quand même parce que quand j'ai vu le test, j'ai dit si j'en avais pu prendre une photo, j'aurais été comme ça hein, devant le test en fait. Et donc après, au début, pour me protéger, c'est pas que je n'ai pas voulu y croire, mais c'est que j'ai pas tout de suite voulu sauter de joie. Je me suis dit, non, attends, faut faire le test, la prise de sang. Après, quand la prise de sang, elle était positive, j'ai dit, non, attends, euh, faut faire l'écho. Je veux voir un cœur qui bat. Et comme j'étais en vacances en Guadeloupe au moment où j'ai appris ma grossesse, donc j'ai quand même eu un rendez-vous médical. Donc qu'est-ce qu'on a entendu On n'a pas vu de cœur qui battait, on voyait un sac embryonnaire. Donc on le voyait, mais il était trop tôt en termes au niveau du terme de la grossesse pour entendre quoi que ce Mmh. soit ou voir quoi que ce soit. Et donc j'ai attendu mon retour. Et quand j'ai passé ma première écho où j'ai entendu un cœur, là ça commençait à être vrai, on va dire. Tu te dis non, c'est pas un film que tu regardes, c'est ton nom sur la télé. Ça me marquait toujours de voir mon nom et de voir le whoosh, whoosh, whoosh. Là, tu as pris Ouais, conscience vraiment ouais. des Là, choses, je me quoi. suis dit ouais, c'est vraiment vrai en fait. Et bon après, c'est vrai que les premiers mois, j'ai pas eu, j'ai pas souvenir d'avoir eu beaucoup d'angoisse d'une fausse Oui, couche, même si on tend à être prudente. J'en ai pas parlé les premiers mois, mais j'ai pas non plus, enfin, tout était fluide. J'ai oui, pas, comme si au fond de moi, je sentais que cette grossesse, elle allait aller à son terme et qu'il n'y avait pas matière à s'inquiéter. Et ensuite, le chamboulement de la maternité, c'est vrai que c'est une aventure, hein. C'est une aventure de dingue. Un petit être qui est là, euh, c'est, on se dit du jour au lendemain, la vie, elle est transformée, quoi. C'est-à-dire que avant, il y avait que moi, et puis maintenant, mais que dire ça a été, s'il faut que je trouve un adjectif, ça a été bouleversant, quoi, à tous les niveaux, euh, émotionnellement, mmh. mentalement, physiquement, parce que Oui, tu en parlais tout à l'heure. ouais, Physiquement, physiquement, ça a joué. ça a beaucoup joué sur mon corps, Oui, parce que je vis au premier étage sans ascenseur, donc on imagine bien une maman solo les premiers mois avec un bambin et une poussette, à quoi ça ressemble au quotidien. Et quand on regarde bien, j'ai eu, je croisais assez rarement de personnes parce que les gens travaillaient. On est un petit immeuble, donc j'ai très rarement eu des gens qui m'ont aidé. Il y a des gens qui m'ont spontanément proposé, mais très rarement j'ai eu des gens qui m'ont proposé de monter. Et des fois, je disais même non, tellement je voulais me débrouiller toute seule aussi. Mais le portage, dormir assise, la poussette à gérer, et des fois, donc quand je rentrais, quand il a commencé à tolérer la poussette et que je partais des fois, je faisais des balades de 2 heures. Moi, tant qu'il dormait, j'étais bien, moi. Donc, je pouvais pas dormir en même temps, mais ça me rassurait de le voir dormir. Donc, je rentrais, je portais la poussette avec le bébé dedans. Il restait à dormir dans la poussette des fois, tellement je voulais pas nuire au sommeil du bébé. Mais tout ça a fait que mon dos a pris cher. Mon dos a pris cher. Au début, je le sentais pas forcément. Mais 2 ans après, j'ai fait une hernie discale, hein. Mon dos, il a dit stop. mmh, Euh, parce qu'après, quand j'ai basculé dans le salon pour dormir, mon canapé de l'époque n'était pas adapté. Donc, il était très dur. Mon dos, je dormais parce qu'il était grand, donc j'avais l'espace pour dormir, mais j'étais pas bien. Après, j'ai acheté ce canapé-là et j'ai eu la folle idée de dormir dedans alors qu'il n'est pas très, il est pas très, il est pas très, voilà, il n'est pas convertible, voilà, c'est surtout ça. Donc je dormais comme ça. J'avais l'impression de dormir bien, le pire, parce qu'il était tellement moelleux par rapport à l'autre oui, que j'avais l'impression de bien dormir, mais j'étais pas bien. oui, mais oui, Donc oui, mon dos tout à fait. commençait à, Mmh, je voyais pas à mmh, l'intérieur ce qui se, enfin, je le sentais pas tout de suite, mais ça non. Et puis il y a le cumul de la fatigue mentale qui appuie, le stress de la vie quotidienne, le stress de la reprise du
Ah bah travail, oui. tout ça. Donc après, je suis passée à une autre folie. J'ai dormi sur son tapis moutique, qui est un tapis assez épais pour bébé, mais qui n'est pas un matelas pour dormir pour une personne adulte. J'avais beau mettre plein de couvertures pour essayer de... Mais non, en fait. Je crois que là, mon dos il s'est dit, mais elle comprend pas, en fait. Donc, ouais, hernie discale. Pourtant pas grosse, hein, aux Assez examens. conséquente. Mais en termes de douleur, je l'ai senti passer. Et depuis, même niveau bassin, je sens souvent... Je suis passée à un matelas, hein, un vrai matelas dans le salon, donc je dors bien. Mon dos est soulagé. Il y a des douleurs que j'avais que je ressens moins. Euh, mais je sens, comme là, ces derniers jours, je sens souvent des blocages au niveau bassin. Pourtant, j'ai fait les soins Rebozo, j'en ai même fait 2. Je suis massée quotidiennement par Sandy, puisque le suivi, c'est jusqu'à présent avec elle. Donc, ça m'aide au niveau des tensions, sur tout le dos, tension du corps et tout ça. Mais on sent que mon dos, c'est trop, cette vie-là est trop pour le corps d'une personne. C'est comme ça que je l'interprète. Et les massages n'y changeront rien, même si les massages détendent les muscles. Moi, je trouve que c'est le soin indispensable pour une maman, c'est ne serait-ce qu'un massage par mois, voire 5, voire 12, hein, selon les budgets. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose, même dans un couple, je trouve que ça devrait être le quotidien d'un couple, tout simplement, que le soir, chacun se masse. C'est ce que j'ai eu l'occasion de faire, parce que j'ai eu l'occasion d'être en couple pendant cette parentalité, et c'est quelque chose que je faisais, et qui se faisait naturellement, de détendre Mmh. l'autre, et même de détendre le papa ou l'homme qui partage votre vie. C'est pas parce qu'il n'a pas le poids de la maternité euh, physique et le poids de l'accouchement, Oui. etc., qu'il n'a pas besoin d'être détendu aussi. Mmh. Mais je trouve que ça devrait être, voilà, ça devrait être un soin réciproque dans le couple, et ça ferait du bien à toutes les mamans d'être massées tous les soirs, et pas juste 5 minutes, un bon massage, quoi. Mon idéal, quoi. On y travaille, on espère qu'un jour, voilà, Ah ça oui, rentrera ça aussi, oui, 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 que ça dans deviendra les une, voilà, prescriptions, dans les choses comme ça. que On ça ne sait deviendra une jamais. normalité, Oui, oui. Mais oui, c'est oui, tout à important de fait. faire passer le message, parce que Oui, les mamans prennent cher dans leur corps. Cher. Une grossesse, on voit le beau côté de la grossesse, il n'y a pas de problème, mais ça reste une transformation énorme pour un organisme et un corps. Ça reste un épuisement pour le corps dont on n'a pas idée. On crée un être humain pendant 9 mois. Donc pendant 9 et mois, oui, tout notre corps travaille, toutes nos ressources travaillent pour créer le petit être humain qu'on a dans le ventre. Et l'accouchement, parce qu'il n'y a pas que l'accouchement qui est déjà un effort surhumain, mais en amont, les 9 mois qu'on a passé à faire cuire, hein, un petit gâteau, c'est un épuisement, et puis aucun épuisement ne se rattrape, aucun épuisement ne... Voilà, parce que tout s'enchaîne avec la maternité. C'est ça mmh, aussi que j'ai vécu, outre la beauté d'être mère, la beauté de se dire, de le regarder tous les jours, de se dire, non, c'est à moi ça, c'est moi qui ai fait ça. et oui, Euh, c'est un cumul d'une fatigue qui ne fait que boule de neige. Le cumul de la grossesse, parce que bon, ma grossesse, comme j'ai dit, je l'ai très bien vécue, mais les nuits devenaient de plus en plus difficiles sur la fin, euh, de par la grosseur du ventre, de par, on ne peut pas dormir dans la position qu'on veut, mmh, de par l'estomac qui est un peu compressé, donc on mange pas tout à fait pareil, on digère pas spécialement bien. Euh, c'est les petits mots, moi, que j'ai eu, hein, pour ma grossesse. J'en ai pas eu énormément, mais c'est vrai que c'est gênant. Les remontées acides, ça devient gênant vers la fin, donc le sommeil n'est pas très bon. Et puis on cogite forcément à l'arrivée de bébé. Donc, euh, mais oui, à l'accouchement s'ensuit l'arrivée de bébé, s'ensuit le retour à la maison, s'ensuit les nuits blanches d'allaitement ou de voilà. Et puis au final, malgré les temps de repos qu'on peut essayer de prendre, bah, y a vraiment un gros cumul d'épuisement, qu'il soit physique ou mental. Donc, je peux pas dissocier malheureusement la beauté de l'arrivée de mon fils dans ma vie à mon épuisement, parce que c'est lié. Et souvent, on est dans ce genre de contradiction, c'est une de ambivalence, en fait. voilà, Tu as toujours l'ambivalence, on est toujours en train de surfer sur les ça peut deux. être très beau, mais très difficile à la fois Ouais, aussi, hein, ouais. Et moi, je à l'ai la tout le temps. maternité. Des fois, j'ai les nerfs à vif. C'est terrible. Des fois, les premiers mois,
je me suis posé la question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que c'est plus maintenant qu'il faut se poser la question? J'aurais été incapable à l'époque d'avorter parce que ça ne faisait absolument pas partie des options. Il n'y avait pas d'option. J'étais enceinte, pour moi c'était un miracle. La seule option c'était on continue. Mais c'est vrai que si des fois, vous voyez, dans les films, quand on, dans une boule de cristal ou dans une télé, on nous montre un film, on dit tiens, regarde tout ce que tout ce que tu vas vivre derrière. Est-ce que tu es prête? Je dis pas que j'aurais pas dit oui. C'est vrai que c'est quelque chose, quoi. Donc, je me dis, parce que des fois, je me suis dit, les tout premiers temps, je dis, ah là là, j'ai fait venir un petit au monde dans ça, je suis trop fatiguée, pour faire tout toute seule, c'est impossible, c'est comment je vais faire? Des fois, je me posais la question, comment je vais faire? Et puis, ça, c'est quand on va bien, mais quand on est malade, là, je peux vous dire qu'on déguste. Quand on tombe malade, je veux dire, Et que tu es seule. et c'est ça, C'est ça. Parce voilà. que Donc, voilà, quand ta on est seul maternité dans la seule. maladie, que Oui. ce soit la maladie du bébé à gérer, Mm. mais qu'en plus on tombe malade soi-même, ça, c'est les pires épisodes. Les pires. Et pourtant, je parle pas de graves maladies. Je parle de maladies infantiles, type rhino, type grippe, type varicelle. Ça devient tout de suite énorme quand on est solo, parce qu'on est tellement sur un fil d'épuisement en permanence. On est sur un équilibre qui est très fragile. C'est-à-dire qu'on est épuisé tout le temps. On va pas se mentir, on est épuisé tout le temps. Maintenant, il y a des journées qu'on vit plus facilement que d'autres, et puis on a l'habitude, à force, on gère, quoi. Une journée se suit, et puis une autre se suit, et puis voilà.